Alors, à la demande générale, je vais rechanter la chanson de Lucien Rivard. Yeah! Lucien Rivard était en prison. Lucien Rivard avait du chagrin. Ça savait rien. Tout le barreau de la prison de Bordeaux. Tout le barreau, ça rappelle. Ok, c'est bon. Bonjour, bienvenue à Un peu de crime dans ton café. J'ai parlé bien trop proche de mon micro. Excusez. Bonjour. Je me suis calmée, là. On est à Un peu de crime dans ton café. Je suis votre animatrice, Catherine, et aujourd'hui, je chante des chansons parce qu'on va parler des affaires terribles! Terrible. Alors, on commence avec des choses un peu moins terribles. Je suis, comme toujours, avec ma chère amie Audrey. Comment ça va, Audrey? Ça va bien maintenant, ça va aller moins bien tantôt, mettons. Ouais, je sais ce que tu veux dire. Aujourd'hui, on n'aura pas de fun comme l'annonce le titre de cet épisode. C'est la semaine passée qu'on chantait la tune de Lucien Rivard. Là, on a peur. Ah, ok. Alors, aujourd'hui... Ça commençait pas pire! Les gens vont être comme, ben là, je veux pas l'écouter cet épisode-là, on va aller faire d'autres Non, choses. je vais aller faire d'autres On va choses! aller me baigner. Vous avez le droit de faire d'autres choses, mais on vous avertit que vous allez peut-être pas éclater de rire au travail en écoutant cet épisode. Vous allez peut-être éclater de pleurs, comme moi quand j'ai entendu la belle histoire de Pierre Mainville qui est allé aux Paralympiques. Ça m'a donc touchée. C'est un beau moment entre nous deux. Comme quoi, tout est possible dans la vie. Ah! Non, mais c'est sérieusement. Fait que aujourd'hui, ça va être un épisode terrible. Mais avant de commencer cet épisode terrible, au sujet terrible, je vais vous présenter un café. C'est un café qui nous a été recommandé par courriel, et c'est un café qui m'intrigue beaucoup, parce que les choses inaccessibles dans la vie sont toujours intrigantes. Toujours. Et il n'est pas possible pour nous d'obtenir ce café, car c'est quelqu'un qui vient de les Europes qui nous a écrit pour nous le recommander. Et le café, le site web est en allemand. Ça m'étonnerait qu'il le livre au Canada. Alors, probablement que je pourrai jamais y goûter à ce café, malheureusement, mais je tenais à vous le recommander quand même parce qu'on sait qu'on a des auditeurs et des auditrices qui sont en Europe. Oui, notre communauté en France, en Belgique et en Suisse est en pleine expansion, Oui. donc on vous salue. On fait pas juste faire des mauvaises imitations d'accent français, on vous aime. Oui, aussi. On vous aime beaucoup. Alors, on vous recommande le café Las Jonas du Café Libertad Collective. Collective, c'est en allemand. Collectif. Puis là, le site web... Oui, le site web, ça dit... Non, c'est en anglais, le site web. C'est quoi le problème? Catherine est fatiguée. Ah, c'est parce que ça dit... Der Café für den täglichen Aufschlag. Oh! Mon meilleur accent allemand. Wow. J'ai des connaissances très, très basiques de l'allemand. C'est vraiment pas bon, mon affaire. Donc, le café de Las Jonas, c'est un café Arabica qui a des notes de vanille et de chocolat. Et c'est un café qui soutient une coopérative de femmes dans la région de Marcala, au Honduras. Wow. Donc, c'est un café pour une bonne cause. Apparemment, le collectif Café Libertad, là, ben, c'est des cafés, justement, qui vous permettent de profiter de bons produits caféinés, mais aussi de donner à des coopératives et de soutenir des causes communautaires comme ça. Donc, ce café-là nous a été recommandé par courriel. On vous remercie beaucoup à la personne qui l'a recommandé. La personne ne nous a pas spécifié si c'était... si elle s'identifiait au genre masculin ou féminin, alors on dit la personne. Voilà, et la personne venait de Suisse, alors La personne venait de Suisse et parlait probablement un meilleur allemand que moi, et sûrement que c'était pour ça que c'était facile de naviguer sur ce site web qui est partiellement en allemand. Donc, on vous recommande à tous nos auditeurs et auditrices qui sont en Europe les cafés Libertad de la Café Libertad Collective et spécifiquement le café Las Jonas, un café Arabica qui vient du Honduras et qui supporte une coopérative de femmes dans la région du Marcala. Oh, merci pour vos recommandations. On aime ça, même si on peut pas y toucher. Peut-être qu'un jour on va pouvoir. Peut-être. On garde espoir. Peut-être, parce que
En tout cas, le packaging est très beau et ça ne coûte que 8,15 €. Ce qui me semble... Je sais pas si c'est cher ou non. Je suis pas bonne pour convertir les devises Pour dans ma nous, tête. c'est un petit peu moins de 15 $ je pense. Ah, c'est bien normal. J'étais comme, c'est vraiment très abordable. Non, c'est bien normal. C'est dans le milieu. Non, dans le milieu. Merveilleux. Donc, maintenant qu'on vous a recommandé un beau café pour soutenir une belle cause, on va parler de choses pas belles. Non. De quoi on parle aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je vais aborder un cas qui m'a été recommandé à 2 reprises. Donc, la première fois par Sophie, qui est une de mes plus vieilles et plus chères amies, qui me l'a recommandé, mais c'était quand on commençait le podcast et j'ai dit « Ah, mon Dieu, non, je veux pas parler de ça, c'est donc ben terrible! » Et ensuite, ça nous a été recommandé par Jade, qui avait participé à notre concours pour gagner une tasse. Alors, elle a gagné la tasse et c'est le cas. Jade Lagetz. Jade Lgz! Jade Lagetz! On te taquine déjà. Alors, elle nous a recommandé le cas et c'est elle qui a gagné. Voici ce cas qui était vraiment, vraiment terrible. Pourquoi vous nous faites ça? Est-ce que Don't You Love Us? Mais non, c'est une farce. Oui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que le monde sont fous de même? Pas vous, mais les gens dans le cas. Mais non. Alors, le cas dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est les monstres du pont Jacques-Cartier. Alors, je vais vous parler de Gilles Pimparé et Normand Guérin, qu'on avait à l'époque surnommés les monstres du pont Jacques-Cartier. Je vais tout de suite faire mes avertissements. Ce cas, cette semaine, on en a fait des cas un peu plus rough, mais je tiens quand même à mentionner que le cas de cette semaine est assez intense. Définitivement pas pour les faint of heart. Je vous dirais qu'on est pas mal dans les cas corsés à la Rockterio. Ouais, puis William Fife. De William Fife et de Alexandre Livernoche. Alors, si vous préférez le skipper... Mon père s'en est jamais remis de ça. Du fait que j'ai fait le truc d'Alexandre Livernoche, pardon. Mon père s'en est jamais remis. Il est comme, pourquoi t'as fait ce cas épouvantable? J'étais comme, c'est maman qui me l'a recommandé. Parce que c'est ça, toutes des belles conversations de famille chez nous. Ah là là. Alors, voilà, ça va être un cas assez corsé. Alors, les avertissements, c'est la violence faite aux enfants, agression sexuelle sur une personne mineure, la violence en milieu carcéral, le suicide, et problème de santé mentale. Alors, c'est pas mal tous les avertissements auxquels je peux penser et pas mal tout... Immondice général. C'est vraiment un cas qui a donné des larmes à notre cher Claude Poirier-Discat. C'est pour vous dire qu'on est en territoire très sombre. Comme je vous dis souvent, moi, j'aime les cas qui me font penser à des films des frères Coen. Mais cette semaine, on est dans le territoire de Orange Mécanique, de Stanley Kubrick. C'est vraiment la référence qui m'est venue en tête. Puis tu sais, c'est comme... Nous autres, on trouve que c'est comme bien intense comme crime, parce que les crimes qu'on couvre d'habitude, puis les crimes qu'on a eu au Québec, pour la plupart, sont comme beaucoup moins intenses que ce qui se passe aux États-Unis avec tous les tueurs en série qu'ils ont eu. Mais c'est comme... Oui. C'est du même registre... Oui, du même acabit que, mettons, les Ted Bundy, les John Wayne Gacy de ce monde. Je pense que c'est ça qui nous choque, le niveau de violence. Tu sais, si vous tripez... C'est ça, si vous tripez grosse cruauté et tueur en série vraiment bad shit intense, là, vous allez probablement aimer cet épisode. Puis moi, quand ça va être trop intense, je vais recommencer à chanter la tune de Lucien Rivard pour détendre l'atmosphère. C'est correct. Serrez votre chat, votre couverte, votre café, c'est vraiment... Lucien Rivard! Si vous passez déjà une mauvaise journée, vous voulez peut-être skipper. Alors, mes sources pour aujourd'hui, c'est le podcast canadien Dark Poutine. Ah, Dark Poutine a fait un épisode là-dessus? Oui! Faut bien que ça soit terrible pour que Dark Poutine fasse un épisode là-dessus. Exact. Il a fait le monstre de Miramichi aussi, ouais. 2 articles de la presse par Michel Ouimet et un article sur le blog Teresa Allure, qui est une sorte de blog de true crime québécois, mais en anglais. Mm-hmm. Alors, si vous êtes prêts, je vais mettre beaucoup de crimes vraiment terribles dans votre café. OK. Discat. Comme dirait Claude Poirier, discat. Mais on va y aller en douceur, on va rentrer lentement dans la piscine. Oui. Inauguré le 24 mai 1930, le pont Jacques-Cartier est un pont routier de type à poutre cantilever qui relie Longueuil à Montréal via l'île Sainte-Hélène en enjambant le fleuve Saint-Laurent. J'aime ça, c'est léger jusqu'à date, c'est le fun, merci. Mm-hmm. Le pont comporte également des rampes qui permettent l'accès à l'île Sainte-Hélène, où se trouve
le parc d'amusement La Ronde, la place des Nations, le Casino de Montréal, le parc Jean-Drapeau où on retrouve la piste Jules Villeneuve, et Oui, la piste Villeneuve, oui. Oshéaga, aux grandes dames du monde de Saint-Lambert. Et l'île Sonic. L'île Sonic et le pique-nique électronique. Poum-ti, 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 Et le poum-ti, Heavy poum-ti, MTL. Yeah! Et anciennement le Vans Warped Tour, mais ça n'existe plus. Non. Et là-dessus, je vais scraper votre image du pont Jacques-Cartier, aussi gentiment surnommé le pont Croche. Ben là, il y a d'autres caractéristiques. Oh, il y a aussi des bonnes qualités. Ouais! Tu parles d'un surnom méchant. J'ai appris que le pont Jacques-Cartier, c'est le 3e pont au Canada où il y a le plus de circulation. Pour vrai? C'est quoi les autres? Je sais pas c'est quoi les 2 autres, je dis pour regarder. T'as pas le droit de nous laisser sur notre faim comme ça! On va le chercher, là! Cliffhanger! Je vais le chercher, puis tantôt, je vais te couper la parole, puis je vais le dire. Comme ça, à place de chanter Lucien Rivard. Et là, laissez-moi vous dire que c'est pas grâce à une coupe de LED pis des feux d'artifice qu'on va réussir à vous enlever l'image que je vais vous mettre dans la tête. Le 3 juillet 1979, une foule s'amasse sur la place des Nations pour assister à un concert de Gérard Lenormand, C'est qui ça? le #1 au hit parade. Oh, est-ce que tu vas nous chanter des chansons? Oh, Hopper Boy! Oh, vas-y fort! Gérard Lenormand, c'est le grand génie musical derrière le #1 au hit parade, la ballade des gens heureux. Oh, je vais te chanter C'est la balade, la On l'a déjà balade chanté, ça, des non? gens heureux. Des gens heureux. Oh, c'est beau! C'est une soirée typique de juillet. Il fait beau, il fait chaud. 2 jours avant, des fortes pluies avaient forcé l'annulation des festivités en vue de la fête du Canada, mais c'est la fête du Canada, fait qu'au Québec, on s'en fout un petit peu. Mais ce soir-là, malgré les nuages, aucune goutte de pluie ne tombe sur la foule amassée pour chanter en chœur avec le chanteur français. Parmi la foule, on retrouve 2 jeunes adolescents. Chantal Dupont, 15 ans, et son ami Maurice Marcil, 14 ans. Chantal, elle devait d'abord se rendre au concert avec son copain, Yvan, mais celui-ci était trop occupé ce soir-là et lui a plutôt offert de s'y rendre avec son petit frère, Maurice. Le duo est également accompagné de la sœur aînée de Chantal, Sylvie, 17 ans, et de ses amis. Mais là, malgré son brushing d'enfer et ses airs entraînants, Gérard Lenormand, c'est vraiment pas un Robert Charlebois, un Jerry Boulet ou une Marjo. Oh, Jerry! Fait que Chantal pis Maurice, ils trouvent la soirée pas mal plate. Ah, c'est méchant, ça. Ouais. Ah, ils ont le droit. C'est rien contre Gérard Lenormand, que je savais pas c'était qui il y a 30 secondes. Mais maintenant, c'est mon héros! Je vais faire tatouer Je sa vais face sa sur mon chest. Plus grande défonceresse! Alors, aux alentours de 11 heures, Chantal et Maurice annoncent à Sylvie qu'ils vont rentrer chez eux à Longueuil en traversant à pied le pont Jacques-Cartier. Quelques heures plus tard, quand Sylvie rentre chez elle et s'aperçoit que sa sœur n'est toujours pas rentrée, elle se doute que quelque chose ne va pas. Louis Dupont, le père de Chantal, et Sylvie décident de quitter le domicile afin de partir à la recherche de Chantal et de Maurice. Ils tentent de retracer leurs pas du concert à la Place des Nations vers le pont Jacques-Cartier, puis la maison, mais en vain, Chantal et Maurice demeurent introuvables. Cette disparition n'est pas normale pour Chantal, une adolescente à la vie rangée, une bonne élève qui se rend régulièrement à l'église avec ses parents. Son père travaille comme mécanicien et sa mère est femme au foyer. Jamais Chantal ne se serait absentée sans d'abord en informer ses parents. Sans perdre un moment, les parents de Chantal vont signaler sa disparition à la police. Maurice Marcil provient également d'une bonne famille. Adepte d'échecs, il excelle en sciences et en mathématiques. Atteint d'une forme de paralysie cérébrale, il était partiellement paralysé et marchait avec un léger boitement. En entrevue avec Michel Ouimet pour la presse en 2009, le frère aîné de Maurice, Yvan, qui avait 18 ans à l'époque et était également l'ami de cœur de Chantal Dupont, raconte l'agonie qu'a vécue sa famille suite à la disparition de Maurice. « C'est moi qui les avais présentés l'un à l'autre, et c'est moi qui leur avais donné les billets. J'avais tout ce qu'il fallait pour culpabiliser, raconte Yvan. Ma mère s'est tout de suite doutée qu'il s'était passé quelque chose de grave. Elle savait que c'était pas une fugue, on imaginait le pire. On a vécu une période très douloureuse, on savait pas si Maurice était vivant. Le 4 juillet, la mère de Maurice est aux abois.
Quand la police suggère que son fils a peut-être fait une fugue, elle ne se gêne pas pour les engueuler. Je savais qu'il n'avait pas fugué. C'était le début des vacances et il avait plein de projets. Il m'avait même demandé de lui enregistrer une partie d'échecs à la télé. Maurice, c'est un petit gars tranquille, bon aux échecs, bon à l'école. Il aimait l'astronomie et la géographie. Pendant une semaine, le temps semble s'être arrêté pour Madeleine Marcil, la mère de Maurice. Il y avait plus de minutes, plus d'heures, le temps était suspendu. Je vivais dans une autre dimension. Entre-temps, Madeleine est prête à tout pour retrouver son plus jeune. On avait mis un morceau de tissu qui appartenait à Maurice autour d'un pendule pour savoir où il était. À toutes les fois, le pendule pointait vers le fleuve Saint-Laurent. On a embauché un voyant. J'ai distribué des photos de Maurice à la ronde. J'ai contacté des députés. Je me suis même rendue au bureau du premier ministre René Lévesque. Je passais pour une folle, pour une emmerdeuse. Finalement, les 9 et 10 juillet 1979, les corps de Chantal et Maurice sont repêchés dans le Saint-Laurent et ramenés à la morgue des bureaux de la SQ, située au 1701 Parthenay. Situés dans le quartier centre-sud, les bureaux de la SQ ont une vue imprenable sur le pont Jacques-Cartier. Les corps ont beaucoup dérivé. Celui de Chantal a été retrouvé le 9 juillet à Pointe-aux-Trembles et celui de Maurice le 10 juillet près de Lanoret, une région administrative de Lanaudière à 24 km de Montréal. Mais là, je veux pas scraper le mood, là, mais Lanaudière, c'est pas une région administrative? Comment il peut y avoir une région administrative dans une région administrative? C'est ce qui était écrit sur les internets. Je comprends pas la géographie. Écrivez-nous pour nous expliquer ça, un peu de crime@gmail.com. Je suis comme contente d'avoir fait une interruption parce que je trouvais ça triste déjà. Ok, vas-y, recommence. Ça va être triste. Ouais, je sais, c'est ça. C'est le père de Maurice, Grégoire, qui va se rendre au bureau de la SQ pour identifier le corps de son plus jeune. Puis là, je le cite. « Ils ouvrent un tiroir, ils lèvent le drap, puis tu regardes. Ça donne un choc. Un noyé depuis une semaine, c'est tout gonflé. » Suite à l'autopsie, on détermine que Chantal et Maurice sont tous deux morts noyés. L'autopsie va cependant révéler des traces de violence sur les corps, particulièrement des marques de strangulation, possiblement faites à l'aide d'une corde, qui indiquent que les deux adolescents ne seraient pas accidentellement tombés dans le fleuve et n'auraient pas non plus sauté dans le fleuve de leur propre volonté. Puis de toute façon, je pense qu'avec le profil que je vous ai fait de Chantal et Maurice, je pense qu'on peut voir que c'est pas le genre qui aurait fait des tape game ou whatever. Ouais, ça aurait pas été le genre d'activité. De plus, les pathologistes révèlent que le corps de Chantal comporte des marques de violence sexuelle, ce qui laisse supposer qu'elle a été agressée quelques moments avant sa mort. Ce jour-là, dans les bureaux de la SQ, la chance, si on peut appeler ça la chance, va être du côté de la police. En effet, au moment où l'autopsie est pratiquée sur les corps de Chantal et Maurice, les détectives aux homicides assignés à l'affaire apprennent que deux jeunes hommes, Gilles Pimparé et Normand Guérin, sont présentement détenus au 13e étage de l'édifice après avoir été mis en état d'arrestation pour agression sexuelle et vol à main armée à proximité du pont Jacques-Cartier et du parc La Ronde. En raison de la similitude entre les crimes pour lesquels les deux jeunes hommes venaient d'être arrêtés et ceux qui avaient vraisemblablement été commis sur les personnes de Chantal Dupont et de Maurice Marcil, les enquêteurs vont décider de questionner les deux détenus. Le premier, Gilles Pimparé, nie avoir quoi que ce soit à voir avec la mort des deux jeunes adolescents. Mais Normand Guérin y va craquer et passe tout de suite aux aveux. Normand Guérin a 25 ans. Il est issu d'une famille pas très aisée, mais assez calme. Normand Guérin était près de ses 4 frères et sœurs, surtout de son frère jumeau. Le père de Normand est mort quand il était très jeune, et Normand blâme ses crimes futurs sur cet événement traumatisant. Selon lui, après la mort de son père, il n'avait plus de modèle auquel se fier, malgré les efforts de sa mère pour garder son fils hors du trouble. Malgré les nombreux avertissements de sa mère, Normand a continué de s'associer à Gilles Pimparé. Il était rendu accro aux rushs d'adrénaline qu'il ressentait après avoir commis un crime et à la drogue et l'alcool. Originaire du faubourg Ramlas, dont j'ai parlé dans notre épisode sur les lavigueurs, Gilles Pimparé a connu une enfance beaucoup plus troublée que Normand Guérin. En entrevue avec Michel Ouimet pour la presse en 2009, il raconte se souvenir des coups de poing que son père lui donnait quand il était petit, des nuits où son père se faufilait dans sa chambre pour l'agresser,
du silence de sa mère, de sa propre violence qui le rongeait. Il était battu par son père, par sa mère. Il était l'aîné d'une famille de 6 enfants, 3 garçons, 3 filles. Mon père abusait de moi, je me vengeais sur mes frères et sœurs. À 12 ans, il brûle le bras de sa sœur avec une spatule et lance un couteau à son autre sœur. Ah! Mes sœurs avaient peur de moi. J'étais le mouton noir de la famille. Ma mère avait peur de mon père. Quand il partait, elle me frappait avec un bâton de hockey ou un manche à balai. Il déteste l'école où il accumule les échecs. À 14 ans, quand il apprend qu'il va doubler l'année, il agresse physiquement et sa professeure et le directeur de l'école. Ben voyons donc. Ah, il y avait déjà un rap sheet, là. On dirait. Il va alors se retrouver à Saint-Vallier, une école de réforme qui ne semble plus exister selon mes recherches. Quand il sort, il multiplie les actes de délinquance. Et c'est là qu'il va faire la rencontre de Normand Guérin. Ça existe plus des écoles de réforme en général, je pense. Non, je pense pas. Ce que j'espère bien. Et ça doit être des centres pour jeunes. It was a terrible idea! Oui, c'est bon. Alors, ensemble, Normand et Gilles vont voler des voitures et attaquer des dépanneurs. En 1975, Pimparé se retrouve en prison pour vol qualifié avec port d'armes. Il se retrouve à la Macasa, d'où il s'évade, mais va écoper à nouveau de 20 mois de prison en 1978. On n'a pas la Macasa. La Macasa, qui n'est pas la Macazou. Ben non, ben la Macasa était la prison pour les délinquants sexuels où Benoît Gay a été envoyé. Ouais, et il va y retourner. Mais il a pas été arrêté pour vol qualifié, ça par rapport? Ben, elle a peut-être changé de vocation. De vocation. Ok, mais c'était vraiment pour vol qualifié, c'est pas, il y avait pas... Je veux pas spoiler des affaires. Commencer à agresser du monde? Ouais, puis il a réussi à s'évader de la Macasa, qui est supposée être quand même pas un bon niveau de surveillance, me semble. Oui. Tous les barreaux des prisons de Macasa, tous les barreaux s'en rappellent. Gilles Pimparé était terrible. 5 mois plus tard, en 1979, Gilles Pimparé va être libéré parce que son agent de libération conditionnelle était bien naïf. Mais il s'est pas déjà sauvé? Il s'est sauvé, mais il est retourné tout de suite parce qu'il est pas capable de s'asseoir sur ses mains puis de siffler. Ah, ok. Son agent de libération conditionnelle était un petit peu naïf et il l'avait cru après que Pimparé ait juré qu'il allait retourner vivre chez ses parents et vendre des encyclopédies pour gagner sa vie. Tu sais, dans le temps que les gens faisaient ça, là, vendre des encyclopédies. C'est-tu sa première journée sa job à son agent de probation ou... Il était Wow. déjà un multirécidiviste, là? Je sais pas pourquoi t'aurais cru ça. C'est un excellent plan de carrière, j'approuve! Ah, ça me semble très intéressant. Un bon petit gars. Rien donc, réveille bonhomme. Mais là, plutôt que de retourner chez ses parents, il va retourner auprès de son vieil ami, Normand Guérin, qui l'avait légèrement perdu de vue, et ils vont s'embarquer pour, et je vais citer ici Orange Mécanique, une belle petite fête d'ultra-violence. Oh. La majorité des crimes que vont commettre nos deux droogies, avant et après les meurtres de Chantal et Maurice, vont avoir lieu dans les environs du pont Jacques-Cartier, dans le quartier sud, drette sous le nez de la SQ. Le soir du 26 juin 1979, 2 jeunes hommes âgés de 17 ans quittent la ronde aux alentours de 10 heures du soir pour rentrer chez eux. Là, ils sont accostés par Gilles et Normand, l'un armé d'un couteau et l'autre d'un fusil, qui s'avérera plus tard être un simple fusil de départ, tu sais, qu'on tire avant les courses à pied, Ah oui, ok. qui les menace avant de les voler. Quelques heures plus tard, à minuit et demi, un couple âgé d'environ 18 et 19 ans quittent à leur tour la ronde et seront embusqués par Gilles et Normand qui sont toujours armés. Tout ça, c'est la même nuit? C'est la même nuit. C'est pour ça que ma référence, c'est le début du film Orange Mécanique. Oui, je comprends. Pendant cette attaque, les agresseurs ont volé l'homme et passé une corde autour du cou de la jeune femme avant de l'agresser sexuellement. Le 20 juin, une adolescente de 16 ans et son demi-frère seront à leur tour attaqués sur le pont au moment de quitter la ronde. Ils seront entraînés par Pimparé et Guérin sur une passerelle de service située sous le pont où le jeune homme sera volé et la jeune femme agressée. Quelques jours se passent sans nouveaux incidents, jusqu'au soir du 3 juillet 1979, où Pimparé invite Guérin à semer la terreur sur le pont Jacques-Cartier. C'est là qu'ils vont faire la rencontre fatidique de Chantal Dupont et de Maurice Marcel. Et c'est ici que vous voulez faire des fast-forward si vous ne voulez pas de description trop avancée, mais comme d'habitude, j'ai essayé de rester
Smooth, mais je vous donne quand même le drapeau rouge pour ceux et celles qui préféreraient s'abstenir. Je préférais aller écouter en loop quand je chante la tune de Lucien Rivard. Exactement. Pendant comme 10-15 minutes. Alors voici le récit qu'a fait Normand Guérin de cette rencontre dans ses aveux aux agents de la SQ quelques jours plus tard. C'est des aveux crus qui m'ont forcé à vous avertir, chers auditeurs, chères auditrices, que l'épisode d'aujourd'hui n'est pas pour tout le monde. Normand Guérin avoue avoir piégé Chantal Dupont et Maurice Marcil avec son comparse Gilles Pimparé à la sortie du pont Jacques-Cartier. Ils les ont menacés à l'aide d'un couteau de chasse et d'un pistolet de départ qu'ils prétendaient être un vrai. Ils ont ordonné aux jeunes de rebrousser chemin et de remonter sur le pont en direction de Montréal. Chantal a demandé pourquoi et Gilles lui a répondu « Tu vas voir ». Gilles et Normand ont ainsi escorté les adolescents jusqu'au pilier 111, soit le pilier central du pont qui est aussi le plus haut. Une fois arrivés, ils ont forcé les adolescents à descendre une échelle de service pour se rendre sur une plateforme où circulaient habituellement les employés de la voirie. Guérin a alors demandé aux adolescents de lui remettre leur argent. Ensemble, Chantal et Maurice n'avaient que 2 $ à remettre à Gilles et Normand. Normand a alors amené Maurice à l'écart et Gilles a agressé Chantal. Ensuite, c'était au tour de Normand. La fille était toute nue, à l'exception de ses petites culottes, et elle cachait ses seins avec ses mains. Le Gilles m'a dit « C'est à ton tour ». Ensuite, Gilles a dit au gars de s'asseoir sur le pilier toujours en face du pont, au-dessus de l'eau, et il a dit au gars « Fais ta prière parce que tu vas mourir ». Là, le gars a dit « Si tu veux me tuer, jette-moi pas tout de suite en bas du pont, étouffe-moi avant ». Gilles a alors passé une corde autour du cou de Maurice et s'est mis à tirer. Quand Maurice a perdu connaissance, Gilles l'a lancé en bas du pont. Quand le corps de Maurice a touché l'eau, Chantal a supplié ses agresseurs de lui laisser la vie sauve. « Tu m'avais promis de pas nous tuer. » Mais il était trop tard. Normand lui a répondu « Tu viens de voir quelqu'un mourir, je peux pas te laisser aller. » Là, il a commencé à étrangler Chantal qui se débattait pour rester en vie. Une fois que Chantal a perdu connaissance, ses agresseurs l'ont lancée en bas du pont, dans les eaux sombres et froides du Saint-Laurent, situées à 160 pieds sous le pont Jacques-Cartier. Après la mort de Chantal et Maurice, Gilles et Normand sont rentrés à pied à Montréal, ou aux alentours de 2h30 du matin. Ils attaquent une dame âgée au moment où celle-ci enfonce la clé dans la porte de son appartement du quartier Centre-Sud. Une fois entré chez la dame, Gilles enroule la corde dont il venait de se servir sur Chantal et Maurice autour du cou de la dame, mais Normand le supplie de cesser son attaque. Non, pas une troisième. Gilles aurait alors relâché la dame, non sans lui avoir volé son sac à main. Normand et Gilles se seraient alors rendus dans un restaurant pour s'offrir une poigne de pizza à l'aide de l'argent qu'ils avaient dérobé ce soir-là. Le lendemain des meurtres de Chantal et Maurice, Gilles et Normand sont retournés sur le pont pour une nouvelle soirée de crime. Vers 22h, un jeune homme et une jeune femme, tous deux âgés de 17 ans, quittent la ronde et prennent à pied le pont Jacques-Cartier pour rentrer chez eux à Montréal. Ils sont aussitôt accostés par Gilles et Normand, armés, qui leur ordonnent de leur donner de l'argent, sans quoi ils seront étranglés et lancés par-dessus le pont. 15 minutes plus tard, un homme de 21 ans, accompagné de 2 adolescentes, quitte à son tour la ronde pour rentrer chez lui à Montréal via le pont Jacques-Cartier. Aussitôt, le trio est attaqué par Pimparé et Guérin, qui les forcent à se rendre sur la plateforme où Maurice et Chantal avaient été tués la veille. Sur la plateforme, Gilles et Normand volent l'argent du trio avant de s'enfuir. Grâce aux nombreuses descriptions du duo fournies par les victimes aux policiers, Pimparé et Guérin vont être arrêtés quelques jours plus tard et détenus dans les bureaux de la SQ sur la rue Partenay. Là où vont être rapatriés les corps de Chantal et Maurice. Et là, les descriptions sont finies. Ah! C'est bol, ok. Ah, il était rendu vraiment en berserker mode, qu'on appelle. Ouais. Gilles Pimparé va pas se montrer aussi coopératif que Normand Guérin au moment d'être interrogé par les agents de la SQ. Il va tout nier et exiger de se soumettre à un polygraphe pour prouver son innocence. À la surprise de personne, il va échouer le test et en réalisant qu'il n'y a plus d'issue, il va passer à son tour aux aveux. Puis là, ça va être la petite parenthèse. Les journalistes, mêlez-vous de vos affaires. Malheureusement pour les familles de Chantal et Maurice qui voulaient sans doute la paix pour commencer leur deuil, les aveux de Normand et de Gilles vont faire leur trajet jusque dans les médias, et aussitôt l'histoire va enflammer les journaux. Dans son édition du 29 juillet 1979,
le Allo Police arbore pour page couverture une question à l'endroit du ministre de la Justice de l'époque, Marc-André Bédard. Pourquoi les monstres du pont Jacques-Cartier étaient-ils en liberté? Monsieur le ministre, nos enfants sont en danger. Pourquoi n'y a-t-il plus de policiers à terre des hommes? Le journal s'ouvre ensuite sur une lettre ouverte rédigée par l'éditeur du Allo Police de l'époque, André Parent, qui enjoint le ministre à lire les aveux détaillés de Guérin à la SQ. Parent se questionne ensuite sur les droits des accusés, particulièrement de Gilles Pimparé, un récidiviste notoire, et sur l'absence de policiers sur les territoires de la Ronde et de Terre des Hommes sur l'île Sainte-Hélène. Ben, c'est ça que j'allais dire. Ils ont fait ça plusieurs soirs. Oui. Pourquoi la police n'a jamais été dépêchée pour protéger le monde sur le pont? Je comprends pas, c'était pas la première fois non plus qu'il arrivait des choses sur le pont, même à l'extérieur là, de Normand et Gilles. Là. Le niveau de criminalité est extrêmement élevé dans ce coin-là. C'est bol, mais c'est bien weird. Je comprends pas parce que les victimes les ont rapportés à la police, là. Je veux dire. Moi, c'est le nombre de crimes qui a eu lieu avant même que celui-là se passe. Il me semble qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui aurait dû allumer, là. Ben là, oui, c'est ça. Puis là, justement, Parent va même aller jusqu'à réclamer la création d'une escouade spéciale entièrement consacrée à la surveillance du pont Jacques-Cartier et de ses environs. Bon, enfin. Mais malgré tous ses supposés bons sentiments, André Parent va quand même pas réussir à se retenir de mettre en page C4 du magazine une illustration fucking grotesque des meurtres de Chantal Dupont et de Maurice Marcel. Oh non! Comme, c'est vraiment, on dirait deux Frankenstein qui lancent deux gentilles personnes en bas du pont Jacques-Cartier. Oh! Ça fait très grand guignol comme style d'illustration. De mauvais goût, je trouve. Très de mauvais goût. La population montréalaise est horrifiée par les meurtres crapuleux et dépravés de Chantal Dupont et de Maurice Marcel. Gilles Pimparé et Normand Guérin seront surnommés les monstres du pont Jacques-Cartier. Toutefois, l'arrestation de Pimparé et Guérin va quand même servir à amener le pont Jacques-Cartier à l'attention de la police, un endroit réputé comme dangereux, même en dehors des crimes commis par Pimparé et Guérin. À l'époque, 228 agressions sexuelles avaient été rapportées au Québec, et parmi ce nombre, 144 dans la région du pont Jacques-Cartier. Ben voyons donc! Comme je vous dis, le quartier Centre-Sud, c'était vraiment un quartier assez violent. À l'automne 1979, Gilles et Normand, malgré leur confession, vont tous les deux plaider non coupables à leur procès pour meurtre et agression sexuelle. Fuck you! Celle-là, je la comprends honnêtement pas. Dans les 3 mois séparant son arrestation et son procès, Gilles Pimparé va essayer de se suicider à 2 reprises pour éviter la prison à vie. Le procès se termine rapidement, et Pimparé et Guérin sont reconnus coupables et condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération avant 25 ans. Leurs avocats tentent de porter la cause en appel, mais entre-temps, le duo est également accusé des autres crimes qu'ils ont commis avant et après les meurtres de Chantal et Maurice, et vont écoper de 10 peines d'emprisonnement supplémentaires pour ces effractions. Ben c'est bon, ça! Genre 250 ans? 10 peines de 25 ans? Ça disait pas c'était quoi les autres peines, mais une chance qu'il y a eu ces peines-là, parce que, en 1984, Pimparé et Guérin vont être à nouveau jugés pour les meurtres de Chantal et Maurice en raison de mauvaises instructions qui auraient été transmises par le juge au juré pendant le premier procès. Attends, fait que ça a pris combien de temps à ce que ça passe en appel? L'appel a juste été rejeté, je pense. Ok, mais pourquoi ils ont eu un autre procès? Qui a permis ça? Une technicalité judiciaire. Ah, ok. J'étais comme ça a bretté 10 ans. 5 ans. Ah, 5 ans, c'est long pareil, ok. Donc, il va y avoir un nouveau procès, Oh. mais ils vont à nouveau être trouvés coupables et vont écoper à nouveau de la prison à vie sans possibilité de libération avant 25 ans. Est-ce que ça repart le compteur à 0, ça? Je pense que oui. Nice, bravo! Au moment de livrer son verdict, le juge va se montrer dur à l'endroit du duo. Il va déplorer qu'il ne peut pas les condamner à mort ou à 2 peines d'emprisonnement consécutives pour chacune des vies qu'ils ont prises. Il va également faire la remarque aux agresseurs que le système carcéral est beaucoup plus doux à leur endroit que eux ne l'ont été envers leurs victimes. Oui. C'est indéniable, là, effectivement. Je pense que ce qui nous frappe le plus de ces meurtres-là, c'est le niveau de cruauté. Oui. Parce qu'on peut pas s'empêcher de se demander pourquoi c'est arrivé. Oui, c'est ça! C'est 2 personnes qui marchaient sur un pont, là. Ils leur ont pris leur argent, puis ça aurait dû finir là. Ils leur ont pris 2 piastres.
toujours dans l'article de Michel Ouimet, on va apprendre que la prison n'a pas été facile pour Pain-Paré, qu'il a été victime de nombreuses agressions sexuelles en prison. Quoi? Qu'il a été battu à de nombreuses reprises parce que les autres détenus le traitent de pédophile. Ouais, effectivement. Les pédophiles, apparemment, n'ont pas de bonne réputation dans les établissements carcéraux. Pédophiles et les agresseurs de femmes, ça passe pas très bien en dedans. Non, effectivement. Et là, quand Michel Ouimet lui demande s'il y a des remords, il répond « C'est sûr que j'en ai. Quand j'étais jeune, je savais pas comment approcher les femmes. On me traitait de crise de cave, d'hostie niaiseux, je passais pour un dirt pic. Pour moi, les femmes, c'était des hosties de chiennes. » Non, il y a rien là-dedans qui répond à la question « T'as-tu des remords, dude? » C'est ça, dans ce paragraphe-là, j'ai vu un grand total de 0 choses qui indiquent qu'il y a des remords. Il a aussi spécifié à Michel Ouimet que les morts de Maurice et Chantal, c'était un accident, qu'il avait pris de la drogue et de l'alcool. Je vois pas où est-ce qu'il y avait un accident là-dedans. Il l'a accidentellement étranglé avec une corde puis pitché en bas du pont. Maurice. C'est tout accidentel. Ben voyons donc. Moi, ce que ça montre aussi, c'est que tu prends pas la responsabilité pour tes actions, là. Non, effectivement. Tu blâmes la drogue, tu blâmes l'alcool. Il a pris aucune responsabilité pour ce qui est arrivé, là. Puis les femmes qui qualifient de chiennes. Oh, c'est dégueulasse. Et là, au moment de l'entrevue qui s'est passée en 2009, Pain-Paré était convaincu qu'elle allait réussir à sortir de prison. C'est en 2009, ça? Ouais. Ça faisait déjà genre 30 ans qu'il est en prison? Oui, ça faisait 36 ans qu'il était en prison. Ça faisait 36 ans qu'il était en prison puis il avait pas fait plus d'introspection que ça, là. Mais voyons donc! Depuis 2001, il a fait 3 demandes de libération. Les 3 ont été rejetées. Oui, je me demande pourquoi. S'il allait répéter des affaires comme ça à son comité de libération conditionnelle, je peux comprendre qu'il était pas convaincu. Ouais, tu vas pogner les nerfs dans 10 secondes, ma très chère. Ok, cool. En 2001, au moment de sa première demande, la commission des libérations conditionnelles va constater que l'ordinateur utilisé par Pain-Paré en prison contient 1500 images pornographiques, parmi elles une image représentant une jeune fille nue devant le pont Jacques-Cartier. Calvasse. C'est comme un moment où est-ce qu'on a absolument rien dit, mais vous savez tout ce qu'on s'est dit. Mais là, ça leur tenterait pas de... Y enlever l'ordinateur? Ouais, premièrement, mais je veux dire, pourquoi ils ont pas des espèces de logiciels pour bloquer l'accès à des sites porno? Excuse-moi, mais avoir accès à un site porno, ça me semble être un privilège de personne qui n'est pas incarcérée. Écoute, je sais pas Surtout si parce que... si t'es là parce que t'as fait des crimes sexuels en plus. Honnêtement, je sais même pas pourquoi lui il avait accès à un ordinateur. Parce qu'en plus, je sais pas si c'est lui ou Normand qui s'est marié pendant qu'il était en prison. Oh, sacrement! Puis moi, j'ai beaucoup de questions pour les femmes qui ont des relations épistolaires avec des prisonniers. Surtout des prisonniers hyper violents comme ça. Je dis toujours, c'est ton kink, you do you. Mais là, pour moi, c'est là que j'ai des questions, là. Non, lâchez ça, puis faites plus le truc de l'UNICEF où est-ce que t'écris à des prisonniers politiques, là. Ça, c'est... Ça me semble être une meilleure idée. C'est un peu plus constructif. Oui. Ben, voyons donc! Non, effectivement, moi, je suis d'accord avec toi, on devrait questionner pourquoi il y avait accès à un ordinateur. Ben, en tout cas, s'il y a des agents correctionnels parmi nos auditoristes, comment ça fonctionne l'accès à un ordinateur en prison, puis la pornographie, ou je veux dire, pourquoi? C'est sûr qu'il y a des manières de bloquer ça se peut pas. Je veux dire, j'ai une affaire sur mon téléphone pour limiter combien de temps que je passe sur Instagram. Je peux pas croire qu'ils n'ont pas des logiciels pour empêcher l'accès à quelque chose sur un ordinateur de prison. Je veux dire, les ordinateurs dans les bibliothèques municipales, ils ont des logiciels pour t'empêcher d'aller faire des affaires que t'es pas supposé de faire, là. Il aurait dû demander à Mafia Boy. Lui, il était bon avec les ordis. Il aurait sûrement pu arranger tout ça. Ah boy. En 2005 et en 2008, lors de ses nouvelles demandes, les psychiatres lui ont rappelé sa criminalité violente, sa sexualité débridée, ses délits sexuels, et vont dire qu'il a tendance à se montrer catégorique
excessif, contradicteur, en marge et désireux d'échapper aux normes imposées. Ils vont aussi déclarer que Pimparé a un conflit avec l'autorité, en plus de présenter un risque élevé de récidive violente et sexuelle. Oui. En 2017, Pimparé fait à nouveau une demande pour des sorties sous escorte ou un placement en maison de transition. Dans son témoignage devant la commission des libérations conditionnelles, il a assuré regretter ses gestes. Sa demande a cependant été refusée, les commissaires jugeant qu'il n'avait toujours pas assez cheminé et que son risque de récidive était trop grand. C'est ici que je perds la trace de Pimparé. C'est pas mal terrible parce qu'il est rendu très vieux. Mais je suis d'accord avec eux. Je crois qu'il est toujours en prison. Oui, il l'est. Donc, moi aussi, même si présentement il doit être très âgé, je ne suis pas confortable. J'ai dit oui, mais je vais aller confirmer ça, mais c'est une des premières informations que j'avais trouvées quand j'avais commencé à chercher. Oui. En 25 janvier 2020, un article du Journal de Montréal qui s'intitule « Trop dangereux pour vivre en société ». Oui, la réforme, mais je sais pas, j'ai l'impression que cette personne-là a beaucoup trop de rage en lui. Mais c'est parce que la réhabilitation, là, c'est pas pour tout le monde. Puis lui, il a commencé sa carrière criminelle à comme 12 ans quand il agressait ses sœurs. Ouais. Je sais pas. Ça arrive du monde à qui ça fonctionne juste pas, là. Puis moi, c'est vraiment la photo de la jeune fille nue en avant du pont Jacques-Cartier que je suis comme, non, juste, non. Mais sinon, en 2017, dans un article de la presse, on apprend que Louis Dupont, le père de Chantal Dupont, en est venu à pardonner Normand Guérin et est demeuré en contact avec le meurtrier de sa fille. En bon catholique, c'est en récitant le Notre Père que la phrase « Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés » le touchait droit au cœur et qu'il a cherché à entrer en contact avec Guérin. La famille Dupont a rencontré Guérin pour la première fois en 1991, à la prison de Port-Cartier, sous l'œil de la caméra de Denis Boivin, qui a réalisé un documentaire sur le pardon. Dans le film, Dupont déclare qu'il considère Guérin comme son fils et va même jusqu'à l'enlacer. Pauvres autres! Oh. Pauvre famille Dupont, pas pauvre Normand Guérin. Non, c'est des gens qui ont un grand cœur. Puis on peut pas juger qu'est-ce qui leur a fait du bien à eux, puis qu'est-ce qui leur a permis de faire leur deuil. Il y a des gens qui ont fait des podcasts ou des vidéos sur cette affaire-là, puis qui se prononcent beaucoup sur la famille Dupont, mais je veux dire, il y a autant de deuil qu'il y a de gens, puis on peut pas juger comment les gens ont trouvé leur paix. Eux, c'est ça qu'ils ont fait. Si ça leur a fait du bien, ben tant mieux. Madeleine, la mère de Maurice, elle a rien oublié, elle a rien pardonné. En 2009, elle déclare à Michel Ouimet qu'elle veille au grain, que jamais les meurtriers de son fils ne recouvriraient la liberté. Elle a témoigné devant la commission des libérations conditionnelles quand Pimparé a fait une demande de semi-liberté. Elle a cependant dû enregistrer son témoignage parce que l'idée de se trouver dans la même pièce que le meurtrier de son fils lui donnait la nausée. En 2017, contre la volonté de Madeleine, Normand Guérin va obtenir la permission de visiter sa mère âgée sous escorte. Devant la commission des libérations, Madeleine va à nouveau témoigner et demander à Normand de lui dire exactement ce qui s'est passé avant que celui-ci ne lance son fils dans le fleuve Saint-Laurent. Guérin a refusé de lui répondre. Puis là, j'aimerais vous laisser avec une citation de Madeleine qui va nous arracher le cœur. Ok, je suis prête. Maurice est mort sans aide, sans secours, sans personne pour lui tenir la main. Seul dans l'horreur, face à des individus sans humanité. Quand je vois une manifestation de solidarité, j'éclate en sanglots. Avant, je ne comprenais pas pourquoi. Je me disais que j'étais pas normale. J'ai compris quand j'ai écrit ma lettre au commissaire. J'ai compris que Maurice n'avait eu personne près de lui quand il est mort. Il n'a eu droit à aucune solidarité humaine. Il est mort en dehors de toute humanité.
C'est sur cette citation décrissante que je termine mon cas. Au moins, c'était bref. Mais la seule chose positive que je vois dans cette histoire-là, ça a juste duré 50 minutes quelque. Oh! C'est bol. Je sais pas, cette citation-là Oh. de la mère de Maurice, ça m'a arraché le cœur. Ouais. Surtout, Madeleine, elle s'est tellement battue pour le retrouver, puis elle était prête à tout faire, puis même... je l'ai pas mentionné dans l'épisode, mais pour elle, c'était rendu trop, puis maintenant, elle vit en Europe. Ouais. Parce qu'elle pouvait même plus voir le pont Jean-Cartier. Ouais. Euh, C'était épouvantable. Je pense que c'est effectivement le pire cas que t'as jamais fait. C'était difficile à lire, c'était difficile à écrire, puis... Oui, je comprends. Moi, ça allait super bien. J'essayais de sortir des images de ma tête, puis là, j'ai googlé si Gilles Pépin est encore en prison. Puis j'ai vu des photos de Chantal pis de Maurice. Puis il était tellement petit. Ah non, 15 puis 14 ans, c'est tout petit. J'ai de la misère à dire que c'était des adolescents. C'était des enfants. Il était tellement jeune. C'est dur quand on met un visage sur ça. Ah non, puis Ah, les oui, deux avaient l'air excusez. tellement... Maurice, en plus, quand j'ai su qu'il était atteint de paralysie cérébrale, ça m'a... Ah, c'était déjà quelqu'un qui avait ses défis à vivre. Puis quand la police ont dit il a sûrement fait une fugue parce que c'est les années 70, il y avait beaucoup de fugues, des histoires comme ça, mais quand Madeleine a dit non, il m'a demandé d'enregistrer une partie d'échecs à la télé. Déjà, ça montre l'innocence de la personne, Mhm. puis qu'il y avait clairement l'intention de rentrer chez lui. Ouais. Puis je sais pas, c'est... Tu sais, je l'ai déjà fait, en plus, traverser le pont Jacques-Cartier à pied la nuit, puis c'est... Maintenant, tu sais, on réalise comme « Oh wow, les choses que j'aurais peut-être pas dû faire. » Mais là, je veux bien imaginer que c'est plus sécuritaire aujourd'hui, je comprends pas. Voyons donc. Je pense que le outrage était très justifié de pourquoi il y avait pas plus de police à l'époque. C'était pas la première fois qu'il y avait des attaques sur le pont. Non, c'est ça. Pourquoi on faisait comme ça, rien n'était... Ou au moins mettre... Bon, j'aime pas quand on met la responsabilité de l'autre côté, mais mettre la population en garde de peut-être pas traverser le pont à pied. Mais à ce moment-là, la ronde, c'était récent, là. Ah, ça venait d'ouvrir à cause de Ouais, l'Expo c'est ça. 67. Ouais, c'est ça. Toute la ronde, puis tout ça, c'était... C'était bien beau mettre les gens en garde, on peut pas empêcher le monde d'aller là. Non, puis en plus, dans le temps, le festival de jazz, c'était sur la Place des Nations. Oui, c'est vrai. Il y avait beaucoup plus d'action. Maintenant, c'est pas mal à l'abandon, la Place des Nations, mais dans le temps, il s'en passait vraiment beaucoup des choses là-bas. Tous les concerts. Une semaine avant, il y avait eu un gros concert de Robert Charlebois aussi, donc... La ronde à l'époque était vraiment différente aussi, là. Je vois des photos qui ont été prises à l'époque, puis je comprends pas trop le setting, mais bon. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Je te remercie en tout cas de pas nous avoir donné trop de détails. Non, j'ai gardé Ah, des détails pour moi aussi. ouais. Malheureusement, moi, je les connais. Ben, c'est ça. Je trouve ça épouvantable. Excuse-moi, je suis pas capable. Non, c'était décrissant. Je trouve ça épouvantable qu'ils sont morts noyés. C'est ça que... En plus, moi, c'est Il est encore en une des vie. morts dont j'ai le plus peur. Mais c'est ça, des affaires comme ça, c'est tout ce qu'on espère, c'est... Comme on l'a dit avec Cédrica, là, que... Ils ont pas trop souffert, puis que c'était pas trop long, mais l'affaire, c'est qu'on sait, avec eux, comme avec Alexandre Livernoche, que... Ils en ont souffert une shot. Ça a été long. Puis pour ça, effectivement, il y a du monde qui mériterait peut-être pas de réintégrer la société, là. Tu sais, à l'épisode d'avant, dans les 2 minutes de babine, on faisait des blagues là, sur la réforme, mais je pense pas que ça fonctionne sur tout le monde. Pour moi, Non, la non. photo de la jeune fille nue en avant du pont Jacques-Cartier qui a été retrouvée dans l'ordinateur, là, pour moi, c'est le clou final dans le cercueil. Là. C'est le non, tu vas rester en dedans. Non, effectivement. Puis, tu sais, je veux dire, c'est terrible que Gilles Pépin a aussi été victime d'agression sexuelle en prison, mais je peux pas croire que ça a amélioré ses chances là, de réhabilitation. Ça, à mon avis,
s'il restait quelque chose qui était encore intact dans sa psyché, ça a dû scraper en esti, là. C'est fini. Non. Là. Tu reviens pas de ça. Toute la violence de la prison, puis la violence qu'il avait vécue quand il était jeune, tout ça C'est ça, accumulé. d'avoir subi ça, de l'avoir fait subir à du monde, puis de le subir à nouveau, à un moment donné. C'est too much. C'est aussi la rage d'être enfermé quand lui il veut sortir. Selon moi, ça va être juste une grosse soupape là, qui va sauter. Donc, on sait pas ce que vous en pensez à la maison, mais je pense que nous, on dort mieux sur nos deux oreilles en sachant qu'il est encore en dedans. On va essayer de revenir sur des cas un peu plus Oh. doux dans les prochaines semaines. Promis, chers auditeurs. C'est ça qui est le fun avec le fait d'avoir couvert le pire cas de tous les temps, c'est qu'à partir de maintenant, ça va juste aller mieux. The only way is up. Ouais. Ouais, ça m'a confirmé parce que là, c'est ça, j'ai regardé, puis il y a un article du Journal de Montréal où ça parle justement des gens qui sont encore en prison, qui sont considérés comme étant possiblement des futurs récidivistes, fait qu'ils les laissent pas sortir. Puis ça m'a comme donné des bons, tu sais, des bons barèmes de qui j'ai pas envie de parler. Comme il y a des gens qui nous ont recommandé de parler du boucher de Saint-Eustache, Serge Archambault. Ben, lui aussi, il est dans la liste des gens qui sont encore en prison puis qui devraient le rester. Fait que ça se peut que je me touche pas à cette histoire-là tout de suite, mettons. Ça vous dérange pas? On va le mettre sur le back burner le temps qu'on se refasse une petite santé. Oui, qu'on se refasse une petite santé mentale. Mais il y a aussi Valérie Fabricant dans la liste qui est une autre histoire. Mais en tout cas. Ouais, je me sens un peu plus en sécurité de savoir que de un, j'habite pas dans le centre-sud, de deux, c'est plus ça, de trois, sont encore en prison. C'est comme le silver lining de fin. J'habite dans le centre-sud, puis je peux dire que c'est un quartier étrange avec... je sais que je fais Ouais. partie du problème de la gentrification. Et un matin, quand je travaillais au Musée des Beaux-Arts et que j'ai dû partir tôt de chez nous pour un événement qui commençait très tôt, il était quoi? 6 heures du matin, j'ai vu deux travailleuses du sexe qui se battaient en se frappant avec leurs talons hauts en arrière de la tête en avant du métro Papineau. OK. Même ça sonne comme un challenge dans RuPaul's Drag Race, là. On dirait que c'est comme d'un divertissement, mais c'est pas ça. Non, c'était très Non, c'est violent. C'est rough. Il y a encore des coins rough dans Montréal. Bon, mais c'est fini. On n'en parle plus jamais. C'est fini. Voilà. Le couvercle est fermé sur cette affaire. C'était épouvantable. J'aime pas ça! C'était épouvantable! Non, c'est ça. Ah, c'est comme Alexandre Duvernoche. C'est ça. Toi, tu dis, ah, t'as gardé des détails. Voyons. T'as dit que t'as gardé des détails pour toi. Ben, c'est ça. J'ai gardé des détails d'Alexandre Duvernoche dans ma tête. Puis là, je suis comme, ah, pourquoi qu'on fait ça? Puis je comprends plus mon père Oh. d'avoir demandé pourquoi qu'on fait ça. Pourquoi? 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 Donc, ah oui, c'est vrai, c'est moi qui fais la conclusion. Excusez, je suis encore en train de me remettre, là. J'ai tout usé mon Kleenex jusqu'à la corde de la morve. OK, donc, merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cet épisode terrible. Merci, Audrey, de nous avoir raconté, de t'être sacrifiée pour nous raconter cette histoire terrible. Inquiétez-vous pas, je suis correcte. T'as l'air mieux en point que moi. C'est même pas moi qui racontais l'histoire. Moi, je suis plus capable, j'ai plus de fil de pensée partout, là. Fait que merci beaucoup à tout le monde d'avoir été les nôtres cette semaine pour une heure de déprime communautaire. Fait que vous pouvez nous suivre sur Facebook à un peu de crime, et sur Instagram à un peu de crime dans ton café, et surtout encourager la coopérative de femmes au Honduras en achetant le café dont je vous ai parlé tantôt. Oui. Le café de la Libertad collective. Oui. Et si, comme Jade et Sophie, vous aimeriez nous recommander des cas, n'hésitez pas à nous Des affaires écrire. moins terribles que ça, s'il vous plaît. Mais des affaires un peu plus divertissantes si possible, mais c'est correct, Jade et Sophie, on vous aime quand même. Mm-hmm. Vous pouvez nous écrire au unpeudecrime@gmail.com. Vous pouvez nous recommander des cas, des cafés, nous poser des questions ou juste nous dire bonjour. Ça nous fait toujours plaisir d'entrer en contact avec vous. Oui, écrivez-nous un peu de crime@gmail.com si vous avez des recommandations pour nous, surtout si vous avez des recommandations qui ne sont pas réelles et qui ne sont pas terribles. Et c'est les deux affaires tabous. Dorénavant, on n'en parle plus de ça. Non.
Fini. Mais oui, c'est ça. Recommandez-nous des affaires. Et sinon, faites juste écrire pour prendre de nos nouvelles puis demander si j'ai arrêté de broyer. Puis on va vous répondre avec joie. Et donc, si vous voulez nous encourager en achetant de la marchandise, et ça nous permet d'avoir de l'argent pour s'acheter du café, pour ensuite le boire et ensuite en parler en ondes. Vous voyez, c'est important. C'est un cycle. Ça nous permet aussi de contribuer au problème de la gentrification, comme Audrey a dit, en payant nos loyers à des prix exorbitants. Mais tu sais, il n'est pas si pire, mais le mien, c'est un loyer qui... Moi, je suis pas dans un condo, puis ça coûte une fortune. Mais c'est ça, fait que vous pouvez nous encourager comme ça, en payant notre loyer pour nous, par le biais de nous acheter de la marchandise quelque part. Notre site web de vente va être affiché sur Facebook. Et dans notre Linktree sur Instagram. Bien sûr! Oh, Linktree! Je connais pas ces technologies, ça semble technologique. Ah, tu fais juste rentrer toutes tes URL, puis ils sont toutes là. Ah! Ah, c'est super simple. Ah! Ça m'a pris un gros 5 minutes nous en faire un. moi, c'est tous les journaux là qui sont comme link in bio, puis je suis comme oh my god, there's un lien dans leur bio, blah! Puis je trouve ça capotant toutes les fois. Non, je fais pas ça, je suis pas gestionnaire de réseaux sociaux, ça paraît. Fait que merci beaucoup d'avoir été des nôtres et maintenant on va passer aux 2 minutes de Babine. Est-ce que ça va être plus up la vie? On peut choisir un moment plus up la vie, absolument. Oh, cool! Ok, parfait! Yes! Ah, j'aimerais ça que tu me racontes une autre fois l'histoire de quand Chiasson il a mangé des chocolats aux potes. Ça, c'était drôle. Tu veux que je te raconte une deuxième fois? Non, c'est une joke, on raconte pas ça une deuxième fois, puis c'était pas drôle la première fois, c'était fâchant. C'était fâchant, faites pas ça à vos amis, c'est pas correct! En tout cas, on va passer à travers le miroir et embarquer dans l'univers parallèle du SPGM. Ouh, pour les 2 minutes de Babine. Hey, partner, j'espère que t'as faim parce que j'ai une histoire de bouffe pour toi. Oui, j'ai faim. J'ai le nez plein de morve, j'ai trop pleuré. Oh non! J'ai faim sinon. Hey, une histoire de bouffe. J'ai une histoire de bouffe pour toi. Ça sonne léger. C'est léger. Ah, yes! Ok. Cool. Alors, c'est quoi? C'est l'histoire du valeureux Patrick. Pas Patrick Bissonnette, notre babine nationale. Patrick Bissonnette, notre babine nationale. Nice. Que il part de jaser avec ses grands chums, les 3 mousquetaires du 31. Parce qu'il dit qu'il doit retourner chez lui, là, tu sais, c'est l'heure du souper, même si on dirait clairement qu'il est 3 heures de l'après-midi. Il part d'un brunch pour aller à un souper. Ouais, il part d'un brunch pour aller à un souper. Le brunch s'est éternisé. Il y avait beaucoup de sélections de Wish. Lorraine, Florentine. On espère que dans nos auditoristes, il y a au moins 2 personnes qui pognent les 800 jokes en lien avec la classe américaine qu'on fait par ici. On en fait plusieurs. Fait qu'il y avait pas de la Wish Lorraine à manger, mais là, il y a plus de Wish Lorraine à manger. Fait que Babine, il dit hey, « Je vais aller souper chez nous, ciao, bye! » Oh, OK. Là, il s'en va chez lui, mais là, quand il arrive chez lui, il y a quelqu'un qui l'attend. Ouais. C'est la belle Stéphanie Malo. Oh, Stéphanie Malo. La médecin légiste, elle a des résultats pour lui. Oh, entre toi et puis moi. Mon chum, il l'aime beaucoup, Stéphanie Malo, il est trop bien cute. Oh, 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 oh. Oh, je suis sûre qu'il aimerait ça être dans les souliers de Babine. Oh, oh, oh. Je dois t'avouer que quand j'ai commencé à regarder District 31, ça m'a pris beaucoup d'épisodes à comprendre que Stéphanie et Noélie étaient 2 personnes différentes, mais c'est pas grave. Moi, je trouve que Noélie est plus cute. Je suis dans Team Noélie. C'est comme Team Edward puis Team Jacob dans Twilight. Ah non, moi aussi, je suis dans la Team Noélie. En fait, la team, là, c'est Kim Lalande, je la trouve vraiment cute. Ah, elle est vraiment cute, Kim Lalande. Ok, oui, je suis d'accord. Je la trouve vraiment cute. Elle a des beaux cheveux. Elle a un beau visage. Ouais. Bon, maintenant qu'on a mis ça au clair, il y a bien des femmes chicks dans le District 31. Il n'y a pas juste Babine puis Poupou, il y a aussi la jante féminine qui ne laisse pas sa place. Il y a aussi Noélie qui est très jolie. Et Kim Lalande qui est magnifique selon moi. Alors, il arrive chez lui, Babine. Puis là, Stéphanie Malo, elle l'attend parce qu'elle a des résultats de laboratoire pour lui. Puis il faut qu'il se dépêche parce que Stéphanie Malo a rush en ciboire avec son texte. Puis là, il dit... Puis là, il a livré à domicile. C'est quand même un service à spécialiser. C'est un service personnalisé juste pour Babine. Fait que là, elle se rend chez Babine. Puis là, elle dit, ben tu sais, j'osais espérer que t'allais m'inviter pour souper. Mais à l'époque,
Babine, il y avait quand même un petit flirt qui s'était installé entre lui et Noélie. Flirt. Puis il était un petit peu dans un Will Day One Day parce que Babine, il était encore en deuil de la splendide Nadine. Et on va comprendre, on se remet pas d'une relation avec Magali Lépine-Blondeau parce que Non. Magali Lépine-Blondeau, elle est magnifique. Mais en plus, qu'est-ce que c'est une émission s'il n'y a pas la tension romantique de vont-ils finir ensemble un jour? Tu sais, ça Ah. prend ça dans toutes les bonnes émissions. Est-ce que ça vaut la peine d'être regardé? Je ne crois pas. Non, je ne crois pas non plus. Fait que là, Babine, il va servir pour souper à Stéphanie Marleau des pâtes avec des petites tomates italiennes dessus. On vous le jure. Si vous retrouvez cet épisode, c'est vraiment des pâtes blanches avec des tomates cerises. Ils ont-tu fait cuire des tomates cerises ou ça juste... Là, j'étais comme, c'est-tu des one-pot pasta, là, que c'était bien dans la mode, il y a une couple d'années, de sacrer tes pâtes de l'huile d'olive, puis des tomates italiennes, puis d'appeler ça du spaghetti, juste pour voir à quelle vitesse un Italien de tirer une brique en un bataille. C'est ça, puis la pizza hawaïenne, c'est comme les deux combats de la cuisine italienne. Non! Mais moi, je pense que Babine, il aime ça, les pâtes blanches, parce qu'une fois, il va souper chez Laurent Cloutier, puis Laurent Cloutier, il a de l'air de servir des pâtes blanches, puis Babine, il mange, puis il est comme « Wow, c'est bon, C'est ça, je savais vrai. pas que tu savais cuisiner, miam! » C'était vraiment drôle, ça! Quand il allait luncher chez eux, puis qu'il mangeait comme un défoncé mental. Puis Laurent Cloutier mangeait pas pantoute, il faisait juste compter une histoire, tu sais. C'est les meilleurs spaghettis au beurre que j'ai mangés dans ma vie! Ouais, il faisait juste mettre du poivre, un peu de poivre sur les pâtes à Babine. Fait que bref, Babine, il sert un spaghetti au beurre et aux tomates cerises à Stéphanie Marleau qui donne un rapport de laboratoire et espère en retour avoir les pantalons à Babine. Mais là, Babine, il reçoit un appel Ring. de Noélie Oh non! qui lui dit « Hey, qu'est-ce que tu fais à soir? Je peux-tu aller chez vous? » Puis Babine, il dit « Ah non, je suis pas chez nous, tu peux pas venir chez nous, je m'excuse, je suis pas chez nous. » Puis il raccroche, puis il retourne manger ses pâtes de célibataire avec Stéphanie. Mais là, la caméra pointe dehors. Et Noélie est dans sa voiture devant chez Babine! Ben voyons donc! Oh, ça c'est comme le sketch de François Pérusse, là. Oh, des voisins qui s'invitent à manger, puis ils sont comme « Êtes-vous chez vous parce qu'on est devant votre porte? » Ça se fait pas, ça, Noélie! Faut t'appeler d'avance si tu veux te présenter chez le monde, pas quand t'es devant la maison. Chez vous, là, je suis en avant de chez vous, j'ai un pudding chômeur dans mes mains, Oui, juste c'est pour ça. toi avec ton nom dessus. Avec mes mitaines de four, là, il est encore chaud, là. Ouvre la porte! Et un coffret DVD de La Petite Vie, ça va être malade, on va se faire une belle soirée. Fait que Noélie, elle catch up on the lie parce qu'elle est en avant de chez lui, puis elle voit une auto stationnée en avant de chez Babine. Fait qu'elle sait qu'il est pas tout seul. Fait qu'elle prend en photo la plaque d'immatriculation de la voiture. Ah, j'allais dire, fait qu'elle se mêle de ses affaires comme une femme non jalouse et elle rentre chez elle. Non, elle... Non, parce que Luc Dion, il pense que nous, les femmes, on se lève le matin, on se lave les cheveux, on se met du mascara et on est jalouse. Oui. C'est le programme de notre journée. Je suis jalouse des beaux cheveux à Kim Lalande, par exemple. Ça m'arrive souvent. Fait que les femmes, selon Luc Dion, on passe, je sais pas moi, 6 heures de nos journées à être jalouses. Fait que là, Oui. Noélie, quand elle est de retour au poste, elle se sert de son ordinateur pour regarder c'est à qui cette plaque-là. Et elle se rend compte qu'elle appartient à Stéphanie Marleau. T'as pas le droit de faire ça? Non, t'as pas le droit de faire ça. Ben non! T'as pas le droit de juste demander des renseignements sans cause probable. Mais Ah! Mais c'est au nom de la jalousie! c'est au nom de l'amour, et l'amour, c'est plus fort que la police. Oui! Fait que là, Noélie, elle est enceinte à barnouche. Et là, Poupou sort de je sais pas où et dit « Hey, Noélie, comment ça va? » Puis Noélie a dit « Mal! » Puis elle slappe son ordi. Puis Poupou est comme « Oh, qu'est-ce qui se passe? Belle ambiance de travail! » Qui est probablement la ligne qu'il dit le plus souvent. Oui, c'est ça, j'allais dire. Poupou est facilement mal à l'aise Ouais, il dans aime toutes pas les ça. situations, puis sa manière de l'exprimer, c'est juste de dire comme « Hey, l'ambiance elle est vraiment Malaise. poche aujourd'hui! Malaise! Poupou, il est comme moi, il aime pas la confrontation. Fait qu'il est juste comme « Oh, malaise! » Puis « Oh, belle ambiance de travail! » Puis Noélie a dit « Je pense que je vais retourner sa patrouille parce que moi, j'aime pas ça travailler avec vous. » Puis elle s'en va. Puis là, elle laisse Poupou tout seul pour faire un regard d'incompréhension à la caméra. Et voilà, c'était l'histoire de Babine qui s'est fait surprendre
par Stéphanie Marlowe, mais une chance, il avait des pâtes et des tomates cerises pour sa date, qui n'en était pas une finalement. Parce que non, elle n'a pas réussi à avoir les pantalons de Bébé. Mais Mais, j'ai plein de questions. cette histoire de aucun sens! Mais cette histoire n'a aucun sens. S'il y a quelqu'un qui se pointe chez vous, là. Ok, c'est parce que, bon, là, Babine, Stéphanie Marlowe, on va pas se le cacher. Ouais, C'est peut-être déjà passé quelque chose entre eux, on sait pas trop, tu sais. peut-être. Fait que si quelqu'un avec qui j'ai possiblement déjà couché se pointe chez nous, puis comme, faut que je te livre des papiers de job. Là, dans ma tête, je me dis, c'est clairement pas pour la job qu'il est venu jusqu'ici. C'est pour mon pool. Puis là, C'est pour si mes j'ai rien à prénoms. manger à part 3 tomates cerises puis du spaghetti blanc, il y a des restaurants autour de chez nous. Puis je peux faire livrer. Non, il Ça- voulait la séduire avec ses talents culinaires. Oui, mais si t'en as pas des talents culinaires, t'as sûrement d'autres qualités que tu peux faire livrer chez vous de la bouffe. T'as la qualité Pour ne d'être pas- Babine. Manger de la merde. Mais non, on vous assure, si on retrouve l'épisode, Mhm. c'est vraiment des pâtes blanches avec 5 tomates cerises. Mais je dois dire que si... Tu sais, il y a plusieurs, justement, on a parlé là, des débats culinaires des Italiens, là. Je sais que je vais me mettre du monde à dos en disant ça, mais moi, je ne comprends pas le monde qui met leur pâte blanche dans leur assiette puis qui mettent la sauce dessus. Tes pâtes, ils sont toutes collées ensemble. C'est vrai qu'ils font tout comme... Oui, mets tes pâtes, tes égouttes, t'es mets dans ton chaudron avec ta sauce, t'es mélanges. Puis là, ce qui est le fun, c'est que s'ils sont al dente, ils peuvent continuer à cuire et prendre le goût de la sauce. Je donne un petit cours de cuisine à la radio. Je comprends pas ça. Fait Mais que Babine, c'est ça. prends des notes! Prends des notes, Babine. Fait que si tu insistes pour manger des tomates cerises avec rien d'autre avec, puis des spaghettis, tu peux faire revenir tes tomates cerises dans un chaudron et mettre des pâtes, de l'huile d'olive et de l'eau de cuisson peut-être et mélanger ensemble. Et peut-être des assaisonnements parce que sinon ça va goûter rien. Mais moi, je fais ça comme des tomates cerises avec des échalotes, Oui. de l'ail, puis des petits piments. C'est super bon. Oui. C'est un Oui. petit repas de semaine, mais je sais pas moi si... Mais c'est-tu cru avec pas de sauce? Ben, je fais juste mettre de l'huile d'olive. Bon, ben, C'est ça, des de pâtes la à sauce, l'huile. déjà. Bon. Mais non, moi, si Kim Lalonde elle vient m'embusquer chez nous, si j'ai juste ça à servir, on va se coller des sushis. Ben, c'est ça. C'est ça que je voulais dire tantôt. Mais voilà, moi, je pense que ça c'est pas un bon move, Babine. Mais aussi, Non. je trouve ça très intéressant qu'effectivement, Luc Dion, il écrit 2 sortes de personnages féminins. Les durs à cuire, qui ne s'en laissent pas imposer, mais une fois qu'elles sont en amour, virent complètement insane, puis deviennent super jalouses et possessives et émotives, à brailler tout le temps et tout. C'était ça aussi pour le personnage de Magali Lépine-Blondeau, qui était comme tellement tough. Puis à partir du moment où elle était avec Babine, elle était comme vraiment insane à faire des affaires comme super déplacées dans la police pour comme enquêter sur ses anciennes blondes, genre... Je sais pas. Ça me manque de nuances. J'aimais pas le personnage de Noélie, mais c'est parce que j'avais commencé District 31 à la 4e saison, parce que pendant le confinement, c'était comme la saison qui était disponible gratuitement. Mhm. T'as vu la phase 2? Mais là, maintenant que j'ai l'extra, et que j'ai pu regarder la 3e saison, j'étais comme « Ah! Avant que Noélie soit avec Patrick, c'est un personnage intéressant! C'est ça. C'est souvent ça. » Mais Dans le non, fond, c'est juste le personnage de Patrick qui scrape toutes les femmes, dans le fond. lâche les femmes, Patrick! Ben, Mais non, le personnage de Poupou aussi. c'est ça que j'allais dire. Sonia aussi, c'est ça qui arrivait avant qu'elle soit avec Poupou. Elle était bien correcte. Après avoir été avec Poupou, c'était débattable. Ah, Sonia post-Poupou, c'est le festival du malaise. Hey! Fait que c'est vraiment le fun. Fait que la morale ici, c'est que, en amour, tout est de bonne guerre. À l'amour comme à la guerre. Oui. Non, mais c'est la phrase de Shakespeare, là. All is fair in love and war. En amour, tout est de bonne guerre. Voilà, c'est ça la morale de l'histoire. Je pensais que t'allais dire que la morale de l'histoire, c'était d'avoir un emergency souper fancy. Non, la morale de l'histoire, c'est que t'as absolument le droit de bypass tous les protocoles policiers pour comme déterminer c'est qui la fille qui est en train de manger chez ton prospect. Ah! Voilà. Et on a appris des choses aujourd'hui. Hey! Et on vous rappelle, ce n'est pas... vous n'avez pas le droit de faire ça, prendre en Non, photo non. la plaque d'immatriculation des gens pour savoir c'est qui, sauf s'ils ont commis une infraction.
Ben oui, parce que, je veux dire, le public, on n'a pas accès à ça, ces informations-là, mais une maudite chance. Non, puis la police, ils ont pas d'affaire à faire ces demandes-là non plus, sans mandat. Non. Puis la deuxième morale, effectivement, c'est faut toujours que tu aies un backup plan au cas où il y a quelqu'un de vraiment cool qui se pointe chez vous à souper à l'improviste. Comme pas juste une canne de spam puis du cheese whiz. Soyez toujours prêts! Soyez toujours prêts! Mm-hmm. C'est bon du spam. C'est bon du cheese whiz. Mais peut-être une coche de plus. Prévoyez d'autres choses, prévoyez d'autres choses. Ah, Fait que, merci, mon chum. c'était ça, partner. C'était l'histoire des pâtes de célibataires à bobine. Je vais aller chez la coiffeuse maintenant avec une photo de Kim Lalande. Voir si elle peut m'arranger la tête. C'est bon, ouais. C'est une bonne idée. Oh, C'est une bonne idée. 10-4, mon chum. 10-4, partner.